Alexander Neal, directeur de l'école de Summerhill, se spécialise dans les enfants difficiles. Il recherche les garçons et les filles que les autres écoles trouvent fatigants, paresseux, obtus et asociaux. Voici mon école, dit-il aux parents, il y règne une absolue liberté de travailler ou de jouer. C'est à prendre ou à laisser. J'ai passé un an sans aller à l'école du tout pendant la guerre. Et sur le plan scolaire, j'étais très en retard. Je ne faisais pas de mathématiques ou des choses comme ça. J'étais dyslexique, donc je vois tout à l'envers, je lis de droite à gauche. Et à l'école, j'ai souffert à cause de ça parce qu'ils ne le comprenaient pas, ils me tordaient les oreilles, enfin, ils me faisaient souffrir. J'ai lu le livre sur Summerhill. Mon prof de catéchisme à l'église, le dimanche, l'a apporté en cours pour qu'on en discute. Ça m'a tellement plu qu'elle a bien voulu me le prêter. Alors j'ai passé un contrat avec ma mère. Si elle écrivait à Neal pour lui demander de me prendre à Summerhill et qu'il disait oui, eh bien j'irais à Summerhill. Mais s'il disait non, alors je resterais de mon plein gré dans cette école pour enfants malheureux et inadaptés. La première fois que j'ai compris que j'allais être envoyée en pension, c'était chez ma grand-mère. J'ai entendu mon père en discuter avec elle. Elle a éclaté en sanglots. « Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je m'occuperai d'elle. C'est terrible d'aller en pension pour une enfant si jeune. » J'ai compris qu'il allait se passer quelque chose de très étrange et apparemment d'épouvantable, parce que je n'avais jamais vu ma grand-mère pleurer avant. Tu vois ce garçon? Il est en train de faire ce que nous faisions autrefois. Hé, petit, tu es de Summerhill par hasard? Il a l'air gelé. Il n'a pas de phare. Un jour, un policier m'a poursuivi dans la côte parce que je n'avais pas de phare. Vraiment, il t'a rattrapé? Ouais. Ah bon? Tu viens de l'école où on fait ce qu'on veut, mon garçon. À quoi ressemble Summerhill? Pour commencer, les cours y sont facultatifs. Les élèves peuvent les suivre ou ne pas les suivre selon leur bon vouloir. Et cela pour aussi longtemps qu'ils le désirent. Il existe un emploi du temps, mais il n'est là que pour les professeurs. Summerhill, certainement, était la liberté. C'était dans un parc assez spacieux, surtout pour les tout-petits. Et on était libre d'aller partout, de grimper dans les arbres, de fouiller en terre, de faire n'importe quoi. Manifestement, tout ça appartenait aux enfants. Je n'avais jamais vu un endroit comme ça. Il y avait des vélos partout, des cordes qui pendaient aux arbres. Les enfants semblaient vraiment en être les propriétaires. Au début, ça a dû être comme ça. J'allais très souvent dans les bois, je grimpais aux arbres, on y construisait des cabanes. On se faisait de petites tanières pour 4 personnes à peu près. Et là, on avait notre petit monde imaginaire à nous. On y prenait le thé et on faisait semblant d'y vivre.
On se disait toujours qu'on allait y passer la nuit, mais ça ne s'est jamais fait. On tirait à l'arc, on jouait avec des petits bâtons en guise d'épée et avec des fusils imaginaires. Et puis il y avait des armées ennemies qui se livraient bataille. T'es mort. 10 secondes. Couche-toi. 10 secondes, tu vois. Des tas de choses comme ça. Plus tard, je suis devenu bien plus sérieux. J'ai fabriqué une caisse de guitare, puis une chaise, des choses comme ça, quoi. Il y avait plein de choses à faire, et à mon avis, ça avait autant de valeur que d'aller en cours. Et puis on te culpabilisait jamais, il n'y avait aucune pression sur toi, alors évidemment on n'avait pas de remords. Aujourd'hui, Summerhill a 75 ans et résiste toujours face aux modèles officiels. Longtemps, l'instruction publique l'a considéré comme une caricature de l'éducation parce que l'autorité et les hiérarchies sont abolies. À ses débuts, une partie de la presse anglaise l'a baptisé « l'école où l'on fait ce qu'on veut » et souligne ses aspects les plus scandaleux. Les enfants ont la permission de dire des gros mots, de fumer, de manquer la classe s'ils en ont envie. Ils savent tout sur le sexe et ils appellent le directeur ce pauvre taré de Neil, non pas dans son dos, mais en face. À l'opposé, l'école classique formait les élèves au moule exigé par la société, les garçons et les filles étaient séparés et les châtiments corporels étaient autorisés. En créant Summerhill, Neil rompt radicalement avec toute pédagogie. Il veut une école qui sert les besoins de l'enfant plutôt que l'inverse. C'est un monde à l'envers. The life of the children was just so La vie des enfants était tout simplement si riche et si pleine d'événements. Il se passait tant de choses dehors qu'avec tout un groupe d'enfants de mon âge, on n'allait plus en classe. J'ai attendu 14 ans environ avant d'y retourner. J'avais eu beaucoup de temps pour jouer avant de décider de ce que je voulais faire et des cours où je voulais aller. Quand finalement je suis allé en classe, je savais très bien ce que je voulais et j'étais très attentif parce que j'avais envie d'y aller. J'y suis allé de mon plein gré. C'est à nous de faire les décisions. C'était pas aux adultes. Normalement, c'est toujours aux adultes. Oui, c'est nous qui décidons. Les enfants, normalement, ils ne savent rien parce qu'ils sont irresponsables, etc. On suppose que les enfants laissés à eux-mêmes n'arriveraient jamais à rien. Ça démontrait une confiance envers les enfants que Neil avait et que l'école donnait aux enfants. Il est évident qu'une école où l'on force des enfants actifs à s'asseoir devant des pupitres pour étudier des matières inutiles est une mauvaise école. Une telle école n'est bonne que pour ceux qui croient son efficacité, c'est-à-dire pour ces citoyens sans imagination qui veulent des enfants dociles, dénués eux aussi d'imagination, et qui s'accommoderont d'une civilisation dont l'argent est la marque du succès. Parmi les enfants à Summerhill, il y avait une longue tradition de boogie-woogie et de blues au piano. Et ça sans professeur. C'était transmis juste comme ça. On apprenait avec quelqu'un de plus calé et on le transmettait. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé une année entière à jouer un petit blues à 3 accords en do, et je n'ai joué que ça jusqu'à ce que je sois tout à fait à l'aise. Puis je suis devenu membre du groupe de jazz, et je me suis mis à jouer autre chose à partir d'accords. Mais je n'ai jamais eu de professeur. J'ai commencé à 13 ans environ, donc j'ai eu pas mal d'années pour jouer vraiment beaucoup. Je me souviens, quand j'étais vraiment lancé, je jouais le matin de 10h jusqu'à l'heure du déjeuner, et ensuite de 14h à 16h environ, et même des fois, le soir, je reprenais de 18h à 21h. Je pense que les voisins ne devaient pas être du tout contents par moment. Ouais, c'était quand même fatigant.
Une autre liberté, et qui d'ailleurs a un rapport avec le piano, c'est la liberté d'échouer. Avant d'arriver à Summerhill, je passais pour un raté, et ça, c'était épouvantable. J'avais déçu tout mon entourage, et j'en ressentais une grande honte. C'est à Summerhill que j'ai compris qu'être un raté pouvait inspirer le respect, pourvu qu'à ses yeux, on soit quelqu'un de bien et qu'on ait réussi à faire ce que l'on voulait faire. Le but pouvait être atteint, même si pour les autres, ce n'était pas un but qui en valait la peine. Même si mes BD ou mon jeu au piano n'étaient pas appréciés, tout ça n'avait aucune importance. Moi, personnellement, comme beaucoup de gens à Summerhill, j'attendais les vacances sans impatience, contrairement à la plupart des enfants en pensionnat. On trouvait l'école plus agréable que les vacances. Summerhill for us was the real world. And life outside Pour nous, Summerhill, c'était le monde réel. La vie au dehors était plutôt problématique, difficile, avec des gens qui se conduisaient stupidement. Donc ce n'était qu'en rentrant à Summerhill qu'on pouvait pousser un soupir de soulagement et se dire « Bon, c'est ici qu'on peut faire bouger les choses. » Je crois que j'ai toujours voulu faire plaisir aux adultes, être bien vu par eux. Ça m'a posé un tas de problèmes par moments. Donc, me trouver dans un monde où l'on n'était pas obligé de faire plaisir aux adultes, mais où il s'agissait de bien s'entendre avec la communauté, ça c'était une chose merveilleuse. Summerhill est un îlot isolé et vit en marge de la société. Il ne peut en être autrement. Sur 100 parents, quel pourcentage serait en faveur du libre choix de l'étude? Du début à la fin, je devrais compromettre ce que je crois être la vérité. Je peux écrire et dire ce que je pense de la société. Mais si j'essayais de la réformer activement, elle m'exécuterait comme un danger public. Ma destinée n'est pas de réformer la société, mais d'apporter le bonheur à un tout petit nombre d'enfants. J'étais toujours quand même coléreux, mais je n'avais pas de cause d'irritation, sauf un petit garçon qui s'appelait Jimmy, qui était américain. Et le pauvre bougre, il devait être malheureux. Il était un enfant difficile. Lui, il n'allait jamais en classe, par contre. Et il m'a taquiné. Alors, je cours après et je commence à lui taper dessus. Il y avait un attroupement autour de moi. Il tombe par terre, je me mets à cheval sur lui et puis je commence à lui taper dessus. Et les enfants, il y en avait, je sais pas moi, une bonne dizaine, tous autour, en rond. Et puis, tout d'un coup, je m'arrête, je les regarde comme ça, autour. Alors, je m'excuse, ça me fait pleurer quand à chaque fois que je me rappelle de cette histoire, je pleure. Je regarde autour de moi, et puis, je les vois comme ça, puis il y a un petit garçon qui me dit... tu sais, tu es le premier enfant qui tape ici, on n'a jamais tapé. Et quand il m'a dit ça, je me suis effondré en larmes. Et ça me reprend, c'est drôle. Même après 50 ans, une émotion pareille, elle reste. On ne peut pas s'en défaire. Et après ça, je me suis plus jamais battu. Oui, tu sortais de ta solitude. Oui, exactement. C'est ça. Je pense que cet amour des enfants a surmonté, m'a comblé, m'a soigné, je pense. Je vais vous donner l'exemple d'un garçon américain de 9 ans dont le père m'a écrit. Mon fils est tout ce qu'il y a de normal, mais il a horreur des cours. Le garçon débarque chez nous, le visage rempli de haine. C'était un destructeur, un tyran et un voleur. Évidemment, son père ne savait pas quoi en faire, alors il nous l'a envoyé. On ne pouvait pas le renvoyer chez lui. Résultat des courses, il a fallu attendre des années avant qu'il devienne sociable, ce qui a fini par arriver, bien sûr. Mais on ne devient pas sociable par la punition. La punition n'a jamais guéri personne. Je déteste employer le mot amour parce que c'est un mot presque sali de nos jours. J'aime bien l'expression « il faut se mettre du côté de l'enfant ». Et ça, je crois qu'on le fait. La seule façon de guérir un enfant, c'est de lui donner votre approbation.
Quelle était la position de Neil à l'école? C'était le directeur, bien sûr, mais il avait tendance à rester un peu au second plan. Il n'imposait pas sa présence. Il assistait toujours aux assemblées générales et on le voyait souvent au bal du samedi soir. Et il donnait aussi quelques cours. J'ai fait une partie de mon programme de maths avec lui. Mais il lui arrivait de s'éclipser pendant plusieurs jours de suite. Il essayait de laisser l'école se débrouiller sans lui. Il restait souvent très silencieux pendant les assemblées générales. Et s'il se passait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il se contentait de secouer doucement la tête. Il ne s'en mêlait pas. C'était une présence très rassurante et pas du tout écrasante. Il ne s'imposait en aucune manière dans la vie de tous les jours. Un jour, j'entends que Neil veut me voir dans son bureau. Je tape à la porte qui était déjà un peu entrouverte et il me dit de rentrer. Je rentre et puis je vois Neil assis derrière son bureau. Gentiment, il me demande de m'asseoir dans un fauteuil face de lui. Et puis, souvent, il laissait un long silence avant de parler. Il avait sa bouche qui tombait comme ça, qui était toujours un peu humide sur les côtés. Et puis, avec son accent écossais fort, que j'arrivais à comprendre à peu près, il me dit « Pourquoi tu es l'enfant le plus heureux de l'école ?» Je dis « Moi ?» Il me dit « Oui, on te voit rire tout le temps, tu es toujours de bonne humeur, tu es toujours gai, tu es toujours drôle, tu es toujours au-dessus de tout. » Mais il me dit « En vérité, c'est pas tellement le cas. » Alors moi je dis « Mais si, je suis très content, je suis très très heureux. » « Tu es heureux à l'école? » « Oui, je suis très heureux. » Il me dit « Mais la nuit, tu es aussi heureux que ça, comme ça ?»« Je sais que tu es pas si heureux que ça. » Et alors tout d'un coup, je me suis effondré en larmes. J'ai pleuré parce que j'ai senti que Neil savait que presque toutes les nuits, je pleurais dans mon lit. Je lui ai dit « Mais comment tu sais que je pleure la nuit ?» Parce que je l'avais dit à personne. Et alors il me dit « Oh ben c'est pas difficile », il me dit avec un sourire. Il me dit « C'est pas difficile, j'ai qu'à regarder ta peinture », il m'a dit. Tout d'un coup, plus tard, j'ai regardé mes tableaux, je me suis aperçu de la tragédie de ce que j'étais en train de faire. Je peignais des choses vachement tragiques. Oh. 53. Il y a une fâche de violence là-dedans, hein? L'éducation traditionnelle ne concerne que la tête. Prenons l'exemple de cette émission de radio, Le Premier de la classe. On y entend un tas d'encyclopédies ambulantes qui savent tout. Moi-même, je ne saurais répondre qu'à 10% des questions. Et c'est ça l'idée reçue sur ce que doit être l'éducation. Mais la véritable éducation, c'est quelque chose de plus profond. L'éducation, c'est vivre. Et l'école ne touche pas cette part importante de la vie que sont les émotions. Elle ne touche grosso modo qu'à la tête. Tous les samedis soirs, on dansait. Et on adorait danser. C'est à Summerhill que j'ai la première fois que j'ai senti la hanche d'une femme dans ma main. Petit, en tant qu'enfant, c'est pas comme un adulte, hein, c'est pas du tout la même chose, mais enfin, on se sent très responsable, on sent qu'on a un paquebot en face de soi. Une fille, c'est quelque chose, c'est une montagne, quoi. Quand je repense à Summerhill et aux sentiments que ça évoque, la première chose qui me vient à l'esprit, l'image première pour ainsi dire, c'est celle d'un merveilleux été sans fin, où l'on pouvait partir à la découverte du sexe opposé, tout à fait sans contrainte et sans interdiction. En un mot simplement, la liberté de grandir. Un garçon est arrivé il y a quelques années et il est tombé amoureux d'une fille. Ils sont venus me trouver en disant « Neil,
on aimerait coucher dans une chambre à part. J'ai répondu que je leur en donnerais volontiers une, mais que je n'osais pas. La fille a dit « Pourquoi pas? C'est une école libre, non ?» Moi, j'ai répondu « Oui, mais la civilisation, elle, ne l'est pas. Si je vous donnais une chambre à part, le ministère de l'Éducation ne serait peut-être pas d'accord. Si tu tombais enceinte, ça ferait du grabuge. De plus, vous ne pouvez pas vous payer des préservatifs et je n'ose pas vous en donner. Je pense que les gens ont droit à une vie sexuelle quand ça leur plaît, mais pas dans une école. » Dans ce film, on me voit danser avec mes bottes. Cette bataille d'oreiller a été mise en scène pour les besoins du film. Cette séquence est censée nous montrer un cours, mais dans la réalité, les cours ne se passaient jamais comme ça. Ils sont venus tourner le film, et puis au stade du développement, ils ont endommagé les négatifs, de sorte qu'ils se voyaient obligés de revenir faire un deuxième tournage. Et comme ils nous avaient demandé de nous comporter d'une façon antinaturelle, je pense à la bataille d'oreiller et aux cours tellement différentes de la réalité, cela avait perturbé le fonctionnement de l'école. Les enfants étaient plutôt réticents à l'idée de tout refaire. Alors il y a eu une assemblée générale pour en discuter en détail. Il y a eu un vote pour décider si l'équipe pouvait revenir retourner le film, et c'est passé. Mais autant que je m'en souvienne, à une majorité assez restreinte. Alors ils sont revenus. Et vous, vous avez voté pour? Oui, j'ai voté pour qu'ils reviennent. Toute la vie de l'école est pratiquement réglée, organisée lors des assemblées du vendredi et du samedi. Ces réunions regroupent enfants et adultes. Un président de séance élu dirige les débats, fait respecter l'ordre. Tous les problèmes de la communauté, revendications ou conflits, toutes infractions et sanctions, toutes les lois qui règlent la vie de l'école sont soumises à discussion, puis au vote. Chacun, enfant et adulte, possède une voix. Éventuellement, un médiateur peut parler au nom des enfants qui le lui demandent. Les assemblées générales étaient quelque chose d'absolument fondamental à Summerhill, même si elles n'avaient lieu qu'une ou deux fois par semaine. Elles donnaient un sens à chaque moment de chaque jour. Si l'on voyait qu'il se passait quelque chose qui ne nous plaisait pas, un des grands qui montait à vélo dans la maison, ou qui faisait quelque chose de dangereux, comme casser une bouteille de lait, on pouvait lui dire de s'arrêter. Et s'il ne s'arrêtait pas, on menaçait de le faire comparaître devant l'Assemblée générale. Ce qui voulait dire que chaque enfant possédait un pouvoir énorme. I'm bringing up Chris for Rathenian, and every time I see him, he says Julio or stuff like that, and I always say stop, stop, stop. He never stops. So Matthew, yeah. First, I'm bringing you up. No. I lent Carmen my gun, and then she gave it to him, and he just threw it in the bushes or something, and he said, good. When I told him I was bringing them up, he said, good. I didn't try and look for it. Okay, the ball case against Lee for Dalma. Dalma was standing in the queue for lunch, and Lee just came running past and kind of jump kicked him in the stomach. And it hurt by the sound of it. On te demandait de prendre part et ça te forçait, ça te mettait devant toi-même à... Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et ça te faisait poser des questions à toi-même pour voir où était la justice. Ollie, last night someone took Henry's bike and he found it this morning outside by the pegs, trashed generally. The back wheel was totally buckled up or something like that. The back wheel was totally knackered, really, and he was really a bit pissed off about it, obviously. Yeah. I don't know what to do about it. Josh? Does anybody who knows what they're talking about looked at it? Not really. I mean, maybe you could have a look at it, Josh. Don't know.
Matthew? Yeah, I've seen it. The frame where the wheels attached onto is bent. And the wheels buckle a bit. Okay. Roland? Well, this is really terrible. It's like an awful thing to do. He really likes riding a spine. For somebody to break it up like that, we ought to find out who did it and see if we can find him. Stop it. Yeah. Josh? Yeah, there's nothing actually like substantially wrong with it. It's just been kicked about a bit, and it can be fixed in about 5 minutes. So. Well, I sort of tried to kick the wheel back into place, and then I rode it. And it does sort of went back to being buckled again. Justin? Well, apart from whoever did it, I propose that the community fund pays to get it mended and pays Josh to mend it straight away. If you want to do it. So. Yeah. That's not against anything else. Right. All in favour, the community funds pays to get it mended by Josh. All against? Carried. Tout le monde montait à bicyclette. Et à un moment, il manquait des valves pour les roues. Alors, c'est Aki qui prenait les valves sur la bicyclette de l'autre. Alors, toutes les semaines, quelqu'un arrivait, on m'a chipé les valves de ma bicyclette. Et finalement, le meeting a décidé, bon, c'est simple, on achète deux ou trois paires. Et celui qui en manque, on va le distribuer. Et comme ça, ce sera fini, parce qu'il y en aura assez pour tout le monde. Mais ça a pris quelques semaines avant d'avoir l'idée. I had bitten a friend of mine very badly on her arm. Je venais de mordre une copine sauvagement au bras. Alors on a convoqué une assemblée extraordinaire parce qu'on jugeait cela inadmissible, trop agressif. Je me souviens d'avoir éprouvé de la crainte parce que j'étais l'objet d'une assemblée extraordinaire. Mais d'autre part, j'étais très heureuse qu'on s'occupe du problème, que la communauté examine de près mes problèmes de petit enfant. Je me rappelle que quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu as mordu ta meilleure copine ?» Moi je disais « J'en sais rien ». Et ça m'a obligée à réfléchir aux raisons qui m'avaient poussée à faire cela. Et je sentais que ça préoccupait la communauté. Pourquoi j'avais fait ça? Okay, this is closed. Zoe? And it really made you very conscious. Ça nous rendait vraiment conscients qu'il fallait rechercher des solutions positives aux problèmes de la vie. Pas simplement juger ou punir, parce que ça ne marchait jamais. Si l'on condamnait les enfants comme ça, eh bien, ils recommenceraient. Alors les autres verraient que ça ne marchait pas. On entend les enfants dire qu'un tel a fait ceci ou cela, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il traverse une mauvaise période, que ça ne va pas à la maison, etc. Et alors, on n'en parle plus, c'est évident. Une des très grandes qualités de l'Assemblée est de provoquer cette prise de conscience. May I ask what the object is of throwing bricks? I mean, what's the point in doing it? Kevin, what is the point of throwing bricks, stones, etc. last night at work? Okay, well, I mean... You said that there's no point in throwing stones at some definite object in the hockey field. What's the point of throwing them at any place? Kevin, sit down. It's no fun doing it like that. Why is it fun doing it in any way? What's the pleasure you get out of it? Why do you do it? I don't think that's terribly important, but I'll explain it since you asked. And I say it's like throwing a cricket ball or a baseball. Something particular. There's no enjoyment we get out of destroying something. Are there any proposals? What are the chickens? Okay, well, I'll take the three there are. One is that if they do it again, they're fined 6 pence. And one is that they can throw stones behind the carriages. All in favor that they are fined 6 pence. All in favor that they can only throw stones behind the carriages. And nowhere else. Well, that's carried. Anything else on the agenda? And when I was at Summerhill, I was actually very shy.
Au début, à Summerhill, j'étais très timide. Mais finalement, j'ai trouvé le courage de lever la main. J'ai attendu que le président prononce mon nom. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Il y avait de l'électricité dans l'air. Tous les regards ont convergé vers moi. Et puis bon, on dit ce qu'on a à dire et on vous écoute. Il y a donc beaucoup de pression, mais une fois que c'est sorti, on se sent vraiment bien. Moi-même, je me rappelle, vous savez, crier après quelqu'un, éclater en larmes, sortir en fureur de la pièce. Je crois qu'on a tous connu ça. Et après, tout était fini? La vie redevenait normale? Ça, c'était normal. Un des avantages quand on vit ensemble 24 heures sur 24, c'est qu'on ne peut pas faire abstraction des problèmes. Il faut s'en occuper. Bring up Adam, Molly, Amadou, Valen, Josh, and now. For waking me up when I want to sleep. Adam, like that. I think there was a big help. Yeah, I suppose we did wake people up and we did make those, and that was wrong, but we did leg it down there because these guys were running around and they were probably making a lot more noise before we got there. They were. Shut up! Adam, you guys are taking pictures of us. Shut the fuck up. William, I'm just saying. And also maybe Tom doesn't know about all the other times you've woken people up. And so he doesn't know. So maybe he just thinks this time you should get half an hour work time. That's happened before as well. There's absolutely no reason to bring all that in that. Yes, there is. This is about them waking Tom up, not about everything they might have done before this case. Paul, that is stupid. They got strong warnings, which means that they get fined heavier next time. Oh, so you can shut up about stirring shit. That's got nothing to do with stirring shit. Okay, we're against each other. What if they get half an hour work fine? What if they get late night fine? What if they get breakfast fine? And what if they get breakfast fine for 3 days? What if they get half an hour work fine? What if they get late night fine? Or if they get breakfast fine. Or if they get breakfast fine for 3 days. Or they get store. It's carrot they get breakfast fine for 3 days. Les lois sont faites par tout le monde. Un enfant de 6 ans a la même voix au chapitre que moi. Et n'allez pas penser que j'ai plus de pouvoir à cause de mon âge, car la moitié de ce que je propose dans les assemblées générales n'est pas voté, à mon grand plaisir, je dois dire. Les visiteurs devenaient un vrai problème. Ils arrivaient par quarantiers, et surtout en fin de semaine. Neil voulait que les visiteurs assistent aux assemblées parce qu'il pensait qu'ils verraient comment l'école, la communauté fonctionnait. Alors on a mis ça aux voix. Neil a été mis en minorité, il est parti furieux. Mais comme il croyait à l'égalité de tous, il fallait bien qu'il accepte le résultat du vote. Alors on a décidé d'interdire les visiteurs dans les assemblées. Et Neil était en colère, mais il n'a plus soulevé le problème. He left it at that. Oui, il y avait la bouffe. On attendait notre nourriture et puis après on chopait une assiette et on allait s'asseoir. Et le beurre au plafond. Après ça, on piquait un morceau de beurre et puis avec la fourchette, on couvrait le plafond avec ça. Mais alors, c'était vraiment couvert de beurre. Quand quelqu'un se comportait de manière antisociale à Summerhill, on avait tendance à le faire comparaître devant l'Assemblée. Et on édictait une règle qui disait « Tu ne dois pas embêter les autres en te comportant de cette manière-là ».
Fallen n'est pas autorisé à avoir un couteau. Vous ne devez pas fumer autour de la caravane d'Alix. Ne pas rouler en vélo à l'intérieur. Personne ne peut enfermer les gens dans les chambres, y compris avec des cordes. Les enfants ne doivent pas boire d'alcool, pas même une goutte. La présidence détient le pouvoir ultime. Et peu à peu, le nombre de règles s'accroissait tellement qu'à la fin, personne ne pouvait les connaître toutes. À ce moment-là, quelqu'un a proposé qu'on supprime l'ensemble des règles et qu'on recommence à zéro. Et c'est ce qui s'est passé. Tout a commencé à aller de travers parce qu'on avait abandonné tout un tas de règles. En tant qu'enfant, on s'était dit qu'on pouvait très bien s'en passer. Alors, on a voté leur suppression et il n'y avait plus d'heure du coucher. On se disait, chouette, mais au bout de 15 jours, on ne pensait plus qu'à passer une bonne nuit sans être réveillé par des gens qui faisaient marcher leur stéréo. Alors, en fin de compte, il a été proposé qu'on réinstaure les heures du coucher. Et quand ça a été voté, les enfants ont poussé des hurrahs, car ils savaient que leur vie allait revenir à la normale et qu'ils pourraient bien dormir. Plus jeune, quand j'avais autour de 9-10 ans, les plus grands ont décidé d'abandonner complètement l'Assemblée et de créer une dictature. Et je me rappelle avoir été absolument terrifiée par ça. Non pas qu'on allait nous faire du mal ou quelque chose comme ça, mais parce que nous, on avait au sens propre perdu notre voix. En tant qu'enfant habitué à ce qu'on l'écoute à tout moment, l'idée qu'on ne m'écouterait plus était terrible à supporter. Je me souviens avoir pleuré à cause de cette peur. Ça n'a pas duré très longtemps, quelques jours seulement, je crois, avant que des filles plus âgées ne reprennent tout ça en main. On ne respecte pas les règles uniquement parce que ce sont des règles. On sait d'une certaine manière pourquoi on les respecte. Et on n'a pas de réticence à le faire. On sait ce qu'est une société sans règles, parce qu'on l'a vécu à certains moments. Et c'est l'enfer, avec des ordures qui arrivent à la hauteur des oreilles. On ne lave plus son linge et personne ne va se coucher. Vous pensez qu'on apprend plus dans les assemblées que dans les cours? Oui, vraiment. Mais pas seulement dans les assemblées. Le plus important, c'est le fait de vivre avec les autres. Ce n'est pas seulement l'assemblée en soi, mais plutôt sa signification profonde. L'assemblée comme lieu d'expression, comme lieu où on peut exposer ses problèmes et en trouver la solution grâce aux autres. Et tout ça fait partie de l'apprentissage de la vie en communauté. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Nous sommes des êtres humains et si nous ne pouvons pas fonctionner en tant que tels, si nous n'apprenons pas à vivre avec les autres, alors nous allons à l'échec. Toutes les écoles en Grande-Bretagne sont sous le contrôle du ministère de l'Éducation et sont toutes inspectées. Pourquoi devrais-je permettre que mon école soit jugée selon des critères officiels qui ne sont pas les miens? Summerhill est avant tout un endroit créé pour qu'on y vive et qui refuse d'être jugé par un groupe de gens qui pensent en termes de savoir, de méthode d'enseignement et de discipline. Le taux de présence au cours est bas et les élèves ne progressent que lentement. Le programme est trop restreint. L'école a une philosophie forte et caractéristique qui met l'accent sur le développement individuel. Le bien-être des élèves et les rapports avec les enseignants sont bons, néanmoins les adultes sont économes en matière de conseils et d'orientation vis-à-vis des élèves. Alors que les performances scolaires pour ce qui concerne certaines matières du brevet élémentaire sont parfois honorables, le nombre limité de matières étudiées par les élèves a pour conséquence un bas niveau scolaire en général. Tu t'ennuyais souvent à Summerhill? On s'ennuyait à mort. Vraiment. Surtout le week-end, on traînait de salle de prof en salle de prof en disant « Est-ce qu'on peut rentrer ?» Et on nous disait « Non, pas maintenant ». Alors on allait trouver une autre salle de prof. On frappait à la porte et on disait « On peut entrer ?» Qu'est-ce qu'on pouvait s'emmerder. C'était incroyable. Les profs qui viennent enseigner à Summerhill, ils le font souvent pour des raisons qui ne concernent qu'eux. Beaucoup de gens lisent les livres de Neil ou bien s'intéressent à ses idées en espérant trouver une solution à leurs propres problèmes psychologiques, une réponse à leurs prières, quoi.
En fait, on ne se voyait pas vraiment comme des enfants. On se voyait plutôt comme des adultes. Et les adultes, à leur tour, devenaient des enfants. Ils régressaient jusqu'à notre niveau. On ne nous faisait jamais d'éloges. On n'essayait jamais de nous donner confiance en nous-mêmes. Je veux dire d'une manière concrète. Chez nous, on encourage les gosses sans hésiter. On les incite à s'épanouir et à ressentir du plaisir, à faire ce qu'ils savent faire. Je veux dire que je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux limites et aux pistes, aux sentiers clairement indiqués. On ne peut pas laisser tout simplement un enfant de 4 ans au milieu d'un champ et le laisser s'épanouir comme ça. Ou même un enfant de 13 ans ou de n'importe quel âge et lui dire « sois toi-même, sois toi-même ». Après Summerhill, Vivienne entre dans une école pour devenir danseuse. Elle exerce ce métier 2 ans, puis abandonne. Déroutée, elle vit difficilement son manque d'études et de connaissances. Aujourd'hui, elle a repris des cours dans un lycée horticole pour être paysagiste. La liberté est indivisible. Elle ne permet pas de peser sur le choix des enfants. C'est tout ou rien. Si la confiance en l'enfant n'est pas totale, le principe de Summerhill, le principe du libre choix perd toute sa valeur. Un garçon qui à Summerhill n'avait jamais assisté à une seule classe est sorti de l'école en sachant à peine lire et écrire. J'étais parmi les rares élèves à Summerhill qui n'allaient jamais en cours. J'ai choisi de ne pas y assister parce que ça ne m'intéressait pas. Je savais travailler de mes mains, j'étais très fort en poterie, en menuiserie, etc. Bref, j'avais beaucoup de confiance dans ma capacité à communiquer avec le monde au travers de ce que je savais faire avec mes mains. J'ai quitté Summerhill à l'âge de 15 ans, pratiquement sans savoir lire ou écrire. Je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire ni ce que je voulais faire. À sa sortie de Summerhill, Freer fait 2 fois le tour du monde en stop pendant 5 ans. Après un séjour en Europe, il vend des jeans en Turquie, son sang au Koweït, travaille dans un kibbutz en Israël, fait de la figuration de cinéma en Inde, travaille dans les mines en Australie, découvre par hasard le carnaval de Rio, fait des conférences sur Summerhill en Californie, de la prison au Canada, participe pour finir à des mouvements humanitaires au Pakistan et en Inde. Bref, il visite plus de 90 pays sans jamais connaître un seul hiver. Chaque fois que je traversais une frontière, je devais remplir un grand formulaire où il fallait indiquer son nom, son âge, son adresse, quelle langue on parlait, quelle était sa religion, etc. Alors je me débrouillais pour remplir ces formulaires d'une écriture si effroyable que personne ne savait la relire, à supposer que j'avais tout orthographié correctement. La plupart des douaniers dans les pays arabes, par exemple, ne savaient pas lire l'écriture européenne de toute façon, de sorte que ça n'avait pas beaucoup d'importance. C'était le seul véritable inconvénient. Pendant cette période, j'avais appris à lire et à écrire correctement tout seul. Je suppose que j'en avais vraiment pris conscience pour la première fois au Japon, quand je donnais des cours de conversation anglaise à des scientifiques qui travaillaient dans une savonnerie. Je leur expliquais ce que faisaient les membres de ma famille et ils n'arrivaient pas à comprendre le mot « caravane ». Mon père était fabricant de caravanes. Et ils m'ont demandé l'orthographe du mot. À ce moment-là, j'en ai eu vraiment marre et je me suis dit « Mon Dieu, je ne sais vraiment pas comment on écrit ce mot ». Alors ça a été le déclic pour apprendre à lire et à écrire tout seul. J'ai mis à peu près 3 mois pour le faire. Je me suis acheté un dictionnaire et je me suis mis à lire des livres. Je l'ai fait tout seul, quoi. Et à mon retour en Angleterre, j'étais tout à fait dans la norme, je crois. Et tu n'as pas été surpris de voir Neil te laisser partir avec un bagage scolaire aussi mince? Oui, c'est une chose qui me laisse encore perplexe.
à la fois par rapport à Neil et par rapport à mon père. Je serais passablement inquiet si mes propres enfants étaient dans le même cas. Alors je me suis souvent posé la question de savoir ce qui les a incités à agir de la sorte. Et je ne comprends pas vraiment. Mais ils ne semblaient pas beaucoup s'en préoccuper. En fait, ils devaient se dire que je finirais par le faire un jour. Je pense que Neil avait l'habitude de dire que j'apprendrais plus tard, quand j'en aurais envie. Et il avait raison. Voilà le cinéma. Ah oui, tiens, le voilà. Oui, c'est ça. On s'asseyait sur les marches. Des fois, on voyait le film 2 fois de suite. Des fois, oui. Tu te rappelles des films que l'on voyait là? Humphrey Bogart. Ça, c'était l'époque. Errol Flynn. Quand vous allez à l'université, vous n'êtes pas surpris par ce monde conventionnel? Dans une certaine mesure, oui. Il y avait les étudiants à la faculté qui se comportaient de manière très immature, alors que les Summeriliens avaient vécu ça tout naturellement à 13-14 ans au travers de leurs jeux. En plus, ils étaient complètement obsédés par le sexe opposé. Puis ils avaient un comportement mesquin envers les adultes. C'était eux d'un côté, nous de l'autre. Tout se faisait dans le dos des adultes. Après Summerhill, je me suis inscrite tout de suite dans un cours de dessin et voilà que les élèves opposaient une résistance aux consignes des profs. C'était vraiment eux contre nous. Pour moi, tout ça semblait évidemment très bizarre. Je n'en voyais pas l'intérêt. Rebellion seems at that age is the way that you gain respect. La rébellion, à cet âge, est une façon de gagner le respect de ses semblables. Grâce à cette rébellion, on te voit comme quelqu'un d'indépendant, qui dirige sa propre vie et qui va à contre-courant. Donc quelqu'un qui se démarque. À Summerhill, ce n'est pas le cas. Un individu indiscipliné n'est pas respecté. On essaye de faire changer son attitude. On essaye de lui faire comprendre que ce n'est pas une manière féconde de vivre en société. Après Summerhill, Warabe entre au lycée et passe son bac. Pour l'instant, il est vendeur dans un magasin de vêtements d'un quartier huppé de Londres pour payer son loyer, ses factures. Mais sa passion reste la musique, il veut réussir son défi, être musicien professionnel. Tout a commencé là-bas. C'est certainement mon souvenir le plus vif. Tous les autres me disaient « Vas-y, vas-y ». Alors ça a été le déclic. S'ils m'avaient dit « Non, non, fais pas ça, c'est nul », je me serais sans doute dit que ça ne valait pas la peine. Mais en fait, les autres vous encourageaient. Lucie sait clairement ce qu'elle veut faire, travailler dans la confection et la mode. Mais en sortant de Summerhill, elle décide de consacrer une année entière à ses parents. Aujourd'hui, elle suit des cours dans une école d'art et crée déjà ses foulards, ses vêtements, ses chapeaux. Je pense que Summerhill m'a vraiment appris comment vivre avec les autres dans un espace restreint. On apprend à partager les choses, à aider, même si ça semble un peu hippie.
à aider les autres, à s'entendre avec les autres, à se prendre en charge soi-même et les gens qu'on a autour de soi. Dominique, après son bac, se spécialise en biologie, sa matière préférée. Il travaille comme laborantin. Il n'est pas obsédé par un plan de carrière, mais plutôt engagé dans une façon de vivre. Ça m'a appris la valeur de la loi, de l'ordre et de la vraie démocratie. Je crois que je serai tout le temps frustré par la perte de pouvoir que ressent un individu dans ce pays. C'est pourquoi Summerhill est une expérience si positive. Elle permet à l'individu de s'exprimer et d'exercer une influence sur la communauté d'une façon très directe. Qu'est-ce que vous vouliez faire en quittant Summerhill? Être propriétaire d'une 2 chevaux Citroën, avoir une paire de kickers rouges et être branché et célèbre. Rien de plus. Son pari est à moitié réussi. Ses kickers ne sont pas rouges, mais ils roulent quand même en 2 chevaux. Après ses examens, il est touché par la crise économique de son pays et traverse alors une période de chômage. Mais assez rapidement, il trouve un travail comme technicien dans le laboratoire de physique d'un grand collège de Manchester. Les anciens élèves de Summerhill sont-ils préparés aux situations de crise actuelles? Si une crise survient à Summerhill, ce n'est pas les adultes qui interviennent. On se débrouille tout seul. C'est un phénomène d'apprentissage. Plus on apprend à se débrouiller dans une situation quelconque, plus on pourra se débrouiller plus tard. C'est comme apprendre à faire du vélo. Émotionnellement, ils sont mieux préparés à ce genre de choses. Après Summerhill, Dani passe un doctorat en sciences de l'éducation. Elle s'occupe aujourd'hui de formation médicale dans le cadre d'un hôpital de Londres. Son rôle est d'améliorer les relations entre médecins et malades. Summerhill m'a rendu capable de parler à n'importe quel niveau, avec n'importe qui. Je n'ai pas peur d'eux, ce sont des personnes, je suis une personne, et nous allons avoir une conversation ensemble. Je dirais que cela me donne un avantage. Ce ne sont pas mes idées qui me donnent un avantage, mais le fait que je n'ai pas peur de les exprimer. Tout en conservant en amateur sa passion pour la bande dessinée et la musique, Albert publie des livres sur Neil. Avec d'autres enseignants, il ouvre un centre d'archives consacré aux pédagogies alternatives dans le monde. Moi, je considère que ça a été une période de formation au rapport d'amitié, une période de formation à l'investissement affectif, où j'ai appris à accepter les gens avec toutes leurs difficultés, comme étant d'une certaine manière de la famille, comme relevant de votre responsabilité. Et surtout, Albert retrouve Popsy, après l'avoir quitté à sa sortie de Summerhill il y a 25 ans déjà. Popsy, sans attendre tout ce temps, avait acheté une ferme pour y vivre simplement. Sans autre ambition, elle cultive aujourd'hui son jardin. Grâce à tout cela, je me suis toujours sentie très forte dans ma vie intérieure. Sur le plan de l'instruction et des choses matérielles, je me suis probablement sentie en position de faiblesse quand il s'agissait de trouver un emploi. Mais ça n'a jamais eu tellement d'importance pour moi. D'accord, je reconnais souffrir d'un handicap, mais cette conscience d'une force intérieure et cette certitude de ma propre identité est bien plus importante à mes yeux. Freer, maintenant diplômé en sciences économiques, devient consultant d'entreprise dans de nombreux pays du tiers-monde et s'occupe de plus en plus de la gestion d'entreprises communautaires en Grande-Bretagne. Je pense que ça m'a donné confiance en moi. Je pense que Summerhill m'a donné une grande force. J'y ai appris à me fier à mon propre jugement et à mes propres sentiments. À Summerhill, Keith voulait être médecin. Il entre au collège où il fait en une année un programme de 2 ans, puis va à l'université. Docteur, il exerce son métier tout en faisant de la recherche en pneumologie. Grâce à une aide financière, il crée un institut de recherche sur les maladies du poumon et du cœur. Aujourd'hui à la retraite, il s'occupe d'archéologie, va à la pêche et joue toujours de la clarinette, un plaisir découvert à Summerhill.
Je crois que ce qui distingue Summerhill, c'est qu'on y apprend à vivre et à comprendre les principes de liberté et de tolérance qui l'accompagnent. C'est à mon avis ce qui rend l'école si spéciale. Et c'est aussi comprendre que les enfants doivent être heureux tout le temps de leur éducation. À sa sortie de Summerhill, Frances travaille comme puéricultrice puis part avec son mari à l'île Maurice. Elle y développe une association pour le planning familial tout en élevant ses 6 enfants. Sa passion pour le patchwork ne l'a jamais quittée depuis Summerhill. Qu'est-ce que ça vous a appris, l'école, cette école-là? La tolérance. Et la possibilité d'être moi-même. Malgré, en grandissant, j'ai dû ressentir, parce qu'il y a des pressions sociales. Une fille doit être ceci, ne pas être cela, doit absolument, impérativement être jolie, etc. Et à l'époque, de ne pas trop être brillante, de ne pas trop chercher à faire une carrière. Mais malgré ça, je ne dépends pas de l'opinion des autres. Je peux être moi-même, s'ils désapprouvent, tant pis. Après des études dans un collège d'art et de dessin, John se lance dans la bande dessinée et les livres pour enfants. Il est publié en Grande-Bretagne et à l'étranger. C'est aujourd'hui un grand de la BD. It's always been considered that people who went to Summerhill lived in this On a toujours pensé que les gens qui étaient allés à Summerhill vivaient dans une espèce d'étrange paradis à part, en dehors de la société. Alors, comment diable pourraient-ils s'insérer dans la vie normale en quittant l'école? Mais ça, cela ne m'a jamais vraiment inquiété. Qu'est-ce que vous a apporté Summerhill? J'y étais heureux. J'étais très heureux pendant 5 ans. Décorateur, antiquaire, designer, Léonard le Petit Français est reconnu et apprécié en Angleterre. De retour dans sa Provence natale, il revit son amour pour la peinture. Quand je suis allé à Summerhill, j'étais hésitant, je n'avais pas confiance en moi et j'en suis sorti d'une pièce. Oui, d'une pièce. En résumé, c'est ce que Summerhill t'a appris. Mais on ne peut pas dire que j'ai appris quelque chose dans ce sens-là. C'est un changement qui s'est passé profond. C'est pas appris, c'est vécu. Tiens, je me souviens ici à la gare, une fois, un petit garçon. Il s'appelait Philippe. Tu te souviens de Philippe? Eh bien, il hurlait parce qu'il ne voulait pas rentrer chez lui. Ça le terrifiait de retrouver ses parents. Il était sur le quai de la gare. Oui, et il criait « Non, 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 je ne veux pas rentrer, je veux rester à Summerhill. » Voilà, c'est là. Eh oui, c'est ici. Tiens, je ne me rappelle pas que les lettres étaient si blanches. Nous y voilà. Voilà, voilà. John, est-ce que dans 100 ans, les enfants feront toujours du vélo? Parce qu'il y a 50 ans, on était déjà sur des vélos. Ça fait pas 50 ans. Si, ça fait bien 50 ans. 51 ans. Non, on est en 97, ça doit faire 48 ans. Bon, je crois qu'on peut y aller maintenant.